comment? Ben, je te réponds, ça enregistre et comme tu veux, vieux geek, Benoît, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc bonjour les gens, aujourd'hui on accueille, je pense que vous avez reconnu Pierre Rosenthal et puis voilà, puis je l'embêtais juste avant avec, mais je me sens tout couillon de t'interviewer parce que tu as eu pas quand même beaucoup d'interviews. À chaque fois j'ai vu qu'on te posait les mêmes questions, donc j'essayais d'être originaux et je les branche animation parce que ça c'est peut-être beaucoup moins dans le milieu des rôlistes. Pierre est un fan de l'animation et puis il a quand même un petit peu un petit passif dans le monde du jeu vidéo. Donc voilà, c'était deux terrains sur lesquels bah, j'avais envie de l'amener. Et puis, première référence qui me balance, je connais pas du tout. Donc voilà, je vais me taire et ça va être mon instant culture. Donc je t'en prie, Oui, Pierre. voilà, en fait, Benoît m'a parlé de la série d'animation là sur LOL, que j'ai pas encore eu le temps de voir, mais que je vais sans doute regarder, en sachant que je suis un peu noob sur LOL. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as vu Lower Decks? Et Lower Decks, c'est plutôt pour les fans de Star Trek, parce que sinon on doit manquer une certaine partie de référence. C'est grosso modo sur n'importe quel vaisseau, on voit toujours l'équipage et tout ça. Et marchant derrière eux, il y a toujours des gens très occupés qui vont à droite, à gauche. On se demande ce qu'ils font. Et en fait, dans les étages inférieurs du vaisseau, bah, il y a bien des gens qui sont là pour réparer, pour faire de la bouffe, tout ça, tout ça. Et en fait, Lower Decks, ce sont leurs aventures, où ils espèrent bien à un moment rencontrer les gens au poste de commandement et où il y a des héros qui ont, paraît-il, existé il y a un bon moment avant, qui sont Kirk, Spock et tout, dont on a nommé des vaisseaux à partir d'eux. Et donc, c'est assez fun, c'est rigolo. Et le type d'animation, c'est de l'animation assez traditionnelle dans la façon dont on la voit. Mais bon, comme d'habitude, maintenant, c'est fait avec des instruments informatiques. Donc, ils pourraient faire de la 3D, mais ils n'en font pas, quoi. Ok. Ça a une patine cartoon. Oui, oui, voilà, c'est tout à fait cartoon, Ok. Et puis absolument, bon, années 70. quand t'expliques, oui, on comprend mieux le titre, effectivement. Et, euh, et du coup, question de rôliste, hein, à ton avis, c'est exploitable pour, par exemple, un jeu comme Final Frontier? Final Frontier, non, mais par contre, ce qui est à mon avis très exploitable, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait dans un genre d'univers où il y a des héros qui sont importants et qui vont être, comment dire, qui vont être les rôles prédominants normalement qu'on peut espérer faire, et on va leur dire non, non, mais en fait, vous allez faire un truc derrière. Par exemple, il y a un univers de fantasy qui s'appelle la Compagnie Noire, où grosso modo, il y a un ou deux héros, et puis derrière, ils ont une troupe assez grande, et peut-être qu'on peut jouer le troisième, quatrième, cinquième sous-héros plutôt que ça. Je ne sais pas, dans Game of Thrones, plutôt que jouer les héros principaux, on va peut-être jouer quelqu'un d'une maison inférieure. Enfin, là, on reste quand même très très proche des héros ou d'une copie des héros, et on joue quand même un rôle qui est important pour la maintenance du navire. Donc, il peut très bien y avoir, je ne sais pas, moi, des jeux où on va s'arranger à faire une ligne de ravitaillement sans lesquels les héros ne vont pas réussir à travailler, où là, bah, s'ils ne réparent pas l'hyperdrive et comment dire, les boucliers, ça ne va pas marcher. En fait, grosso modo, on joue le rôle de Jodie LaForge, pour ceux qui connaissent Star Trek. Ok. Oui, bah donc très, très inspirant. Sinon, je passe du coq à l'âne, c'est n'importe Vas-y, quoi. c'est bon. J'ai vu que tu avais bossé donc sur Elder Scroll, que je dois massacrer le nom. Oui. T'en as retenu quoi comme expérience? Alors, moi, en fait, je suis rentré dans le jeu vidéo, en fait, d'abord comme traducteur. D'abord, le premier jeu vidéo que j'ai eu, c'est un truc qui s'appelait Wizardry sur un Apple II et dont les souterrains, c'était des fils verts donc il y avait un carré vert qui était la porte devant soi et des fils verts qui faisaient la perspective. Et il y avait autour de soi 5 personnages qui étaient son groupe. Donc il y avait vraiment, voilà, c'était noir et vert, il n'y avait pas de couleur, on se déplaçait avec les 4 touches du clavier, enfin, ou avec les quatre flèches, et on cliquait. Donc ça, j'ai commencé à le traduire comme ça pour des copains, alors directement dans le code. Après, je suis passé sur Ultima, Ultima 3. Donc, je crois que je dois une seconde. Je vais Je chercher t'en ça. prie. Ça, c'est une relique
avec les jolis disques souples. Et donc, je ne sais plus pourquoi, j'avais contacté comme d'habitude, quand je fais des trades, une fois que je les ai faits pour moi, je contacte des éditeurs. Et là, c'était beaucoup plus compliqué à traduire que d'habitude, parce que j'ai traduit directement dans le code machine, en sachant que quand il y avait 4 lettres, il fallait remettre 4 lettres, ou il fallait mettre dedans, il y avait un 0,4 et 4 lettres, donc il fallait remettre un 0,5 et 5 lettres. Mais donc, il fallait vraiment bidouiller dans le code. Et donc, je l'ai fait pour Hachette. Et ça s'est plutôt bien passé, mais on n'a pas fait les suivants parce que c'était vraiment un boulot d'orfèvre à travailler là-dedans. Mais bon, c'était marrant. Voilà. Et après, est-ce que j'ai travaillé sur d'autres jeux directement? Non, non, mais ça, c'est vieux de chez vieux. Hein. Si je regarde l'année, c'est peut-être marqué là. 1985. Ouais, c'était en sortant de mon école. C'était tout petit. C'est ouf, hein, quand tu es ressorti du Ultima, quand je me suis mis aux jeux vidéo type MMO et puis compagnie, ils en étaient au 7 et c'était vraiment, enfin, c'était une légende, Ultima. Oui, oui, en fait, Ultima Online est devenu un des premiers MMO, si je me rappelle bien. Et c'était en 3D isométrique, ce qui n'était pas tout à fait avec des petits pixels. C'était pas ce qui me branchait le plus. Et puis surtout, de ce dont je me rappelle, il y avait beaucoup de PVP. C'est-à-dire que tu te faisais attaquer, ganguer, comme on dit, sans arrêt et on te piquait tout. Donc, je ne voyais pas franchement l'intérêt par rapport à ce que je joue. Ok. Et bah justement, ce que tu joues, toi, tu aimes bien jouer, je présume que tu touches quand même à quelques jeux vidéo, hein, tu nous l'as confessé, tu aimes bien jouer à quoi dans le jeu vidéo, jeu de rôle? En fait, non, je ne suis pas très jeu vidéo, c'est juste quelques-uns. En fait, j'aime bien les jeux plutôt coopératifs que les jeux, comment dire, un contre un, parce que d'abord, je suis super nul dedans. C'est-à-dire, je n'ai aucun réflexe, je n'arrive pas à retenir les combinaisons de coups et tout. Donc, Taken, c'est ça, Taken, en console et tout, ça allait, parce que avec les copains que je connaissais, en appuyant sur tous les boutons sans arrêt au hasard, de temps en temps, j'arrivais à leur foutre sur la gueule. Bon, je veux dire une fois sur 10, mais ça me suffisait pour être content. Après, tous les jeux de... J'avais mon frère qui était très bon là-dedans, les jeux de sniper, les first-person shooters. J'ai eu le temps de me faire tuer 5 fois avant d'en viser un. Ou alors, il faut vraiment que j'ai une mitrailleuse qui arrose toute la pièce. Le premier que j'ai fait comme ça, c'est Castle Wolfenstein, Ah oui, où on se balade dedans, il y a des portraits d'Hitler, c'était avant Doom, hein, celui-là, je pense. Et j'ai appris que pour Doom, c'était Sandy Peterson qui avait fait le game design ou le scénario, donc c'était marrant de voir que Doom, le créateur de Cthulhu, avait travaillé là-dedans. Ça, j'avais essayé un peu parce que c'était du first-person shooter où on était tout seul et on ne s'affrontait pas avec les autres. De toute façon, à l'époque, Internet, il fallait vraiment poser. ouais, Voilà, ça n'existait pas. Donc, on devait avoir des patchs de temps en temps quand il y avait un magazine qui avait une disquette qui nous permettait de le mettre dedans. Sinon, le jeu il était sorti et puis il était fini, quoi. Voilà. Ce qui obligeait d'ailleurs les éditeurs à essayer de faire un jeu à peu près final pour commencer à le mettre en vente plutôt que de se dire c'est pas très grave, on le patchera plus tard. oui, c'était pas un jeu oui, qui sortait à moitié fini, ça marchait pas. Il n'y avait pas la technique du patch de sauvegarde, effectivement. Euh, dans les vieilles licences, mais je viens dessus parce que j'y ai passé des heures de rêve. Might and Magic, t'y as touché un peu ou pas? Non, pas trop. En fait, au bout d'un moment, c'est comme les jeux actuels. Je me suis dit qu'il fallait que je me limite parce que ça commençait à me bouffer un temps infini. Notamment, je jouais pas mal à des jeux de ressources. Je me rappelle même plus lesquels. Tu vois, c'est des questions de mémoire. Mais genre, gérer des régions, des royaumes, euh, comment dire, des espaces galactiques. Donc, ça, c'était assez rigolo. Et puis, non, par contre, j'ai fait beaucoup tous les Baldur's Gate et autres. Ça, Alors, bah, ceux où tu as donjon, les trucs comme ça. En sachant que le dernier qui m'avait vraiment beaucoup plu, c'était Planescape.
Par contre, il y a un grave défaut avec ces trucs-là. Je crois celui qui m'a énervé le premier, c'est Baldur's Gate. Parce qu'en fait, il y a une histoire qui est assez intéressante. Et dans le principe, c'est il faut arriver à trouver le poison, la maladie ou quelque chose comme ça pour éviter que les gens meurent. Donc, on te dit, il faut te presser parce que sinon, ils vont presque tous mourir. Sauf que si tu te presses, tu ne montes pas de niveau et tu te fais blaster par les monstres et tu sauves personne. Donc, si tu te balades dans la ville, que tu perds du temps, que tu tues les gros monstres, les petits monstres, les moyens monstres, c'est-à-dire que tu as fait tous les monstres de la ville, à ce moment-là, tu as juste le niveau et à ce moment-là, tu sauves la population. Sauf que dans le scénario, normalement, elle est déjà toute morte. Et ça, c'est un truc qui m'embêtait dans ces jeux-là, c'est-à-dire que tu es obligé de monter en niveau et en même temps, ils te donnent à faire des missions qui sont pressées, qui ne marchent pas. Voilà. Après, il y a aussi un grave défaut, c'est quand on était très loin dans une histoire et puis que ça a bugué, que la sauvegarde d'avant ne marche pas, que tu es obligé de recommencer depuis presque le début. Ça m'était arrivé pour Planescape. À un moment, j'avais sans doute loupé un embranchement, je n'ai pas su lequel, et de toute façon, et là, bon, au bout de 15 heures de jeu, c'est-à-dire environ un mois minimum, bah, je ne me sentais pas de recommencer, quoi. Voilà. Et voilà, c'est bon, j'ai trouble de l'attention, c'est-à-dire en même temps que je te parlais, je pensais à un autre truc à te dire, et forcément, je l'ai oublié. Oui, voilà. De tous ces jeux-là, celui que j'ai préféré de très loin, c'est celui qui se passe dans le monde de post-apo Fallen, c'est ça? Ah, Voilà. je vous dirais qu'un accent pourri, mais Fallout, oui, Fallout, voilà, Fallout. Parce que c'est la première fois où on pouvait créer un personnage avec des défauts, par exemple, pas intelligent, on arrivait à comprendre qu'un mot sur deux, on s'exprimait très mal, mais on pouvait être très costaud. Enfin, on construisait son personnage un peu roleplay, et les interactions avec les autres personnages, avec les PNJ, tenaient compte de ce que tu avais fait. Et donc, c'était très immersif. Et puis là, par contre, il y avait vraiment un truc où il fallait ramener de l'eau, sinon la colonie suffoquait. Mais tu le faisais vraiment, il y avait la méthode de le faire et tu avais vraiment réussi. Donc, tu étais content qu'on t'ait donné une mission, tu étais content qu'on te donnait les moyens de le réussir sans aller à 150 000 endroits là-dessus. Et ton personnage était un personnage qui n'était pas juste des caracs, tu avais des talents, des caracs qui personnalisaient vraiment ton PJ, quoi. Nous, on avait été tout fou hein, dans la cour du lycée. Ouais, je crois que c'était le lycée quand on avait mis la main dessus, parce qu'effectivement, on avait une impression de liberté et on avait une impression de répercussion de nos actions. Oui, absolument. Donc, je Ça, pense que c'est un de ceux que j'ai préféré. Mais tu vois, tous ces jeux-là, ils ont quand même un point en commun, c'est que tu as le temps de réfléchir. C'est-à-dire que c'est vraiment, à l'époque, c'était vraiment du tour par tour. Il y avait peu de jeux où tu te déplaçais comme ça en vitesse réelle, ou à ce moment-là, il y avait des points de sauvegarde. Le premier Diablo, c'était sympa, c'était de la baston. Bon, je me faisais éclater, mais ça avançait. Il y avait quand même des points de sauvegarde à un moment ou à un autre, parce que sinon, s'il n'y a pas des points de sauvegarde, j'ai recommencé au début, moi, je commence une ou deux fois, j'arrête, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à l'évolution? Parce que là, depuis tout à l'heure, on est sur nos vieux jeux de quand on était plus jeune. Oui. On n'était pas sur des univers véritablement ouverts, multijoueurs. T'en as pensé quoi du passage toi, comme Baldur's Gate, mais avec 200 joueurs? Ah, ça, c'est super intéressant, parce que justement, surtout dans les premiers temps, parce qu'en fait, moi, j'ai joué beaucoup à EverQuest, où d'ailleurs, au bout d'un moment, j'ai travaillé pour Sony sur EverQuest. Et non, j'adorais qu'on soit vraiment beaucoup, très nombreux. Et puis le côté communautaire, c'est-à-dire qu'on aille chercher des gens, qu'on se déplace, qu'on sache où ils sont. Donc, on ne pouvait faire, par exemple, je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'on ne pouvait créer qu'en ville. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on pouvait créer dans une partie de région. De toute façon, c'était limité. C'est-à-dire, quand on changeait d'une région, on rechargeait toute l'interface parce que la techno n'était pas suffisante pour voir de loin au-delà d'une région. Et il fallait trouver les personnes, il fallait rentrer dans les donjons. Et donc, c'était assez sympa. Il y avait un côté, il fallait vraiment faire des petites guildes pour y arriver. Alors, ce n'était pas des trucs gigantesques, sauf quand il devait y avoir les derniers donjons ou raids, où là, effectivement, ça commençait à monter. Mais ça, je trouvais ça super sympa. Et puis, surtout, ce que j'adore dans les MMO,
en tout cas ce que j'aime bien, c'est le côté coopératif. Le côté on blaste les autres, ça ne m'a jamais branché. Enfin, dans EverQuest, je crois que quand on jouait Elfe Noir, je ne sais pas si on tuait les autres, ou c'est peut-être quand on rentrait quand on rentrait dans la ville des Elfes Noirs et qu'on était comme moi, un druide humain, on se faisait sans doute blaster. Je ne me rappelle plus très bien, c'était il y a très 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 longtemps. Enfin, très longtemps. 20 ans. Oui, oui, bah ça file. Enfin, oui, mais 1, 2, 3. C'est ton interview, j'allais te mettre à parler de mon propre oulala, c'était il y a longtemps, et puis ce qu'on faisait. Mais c'est parce qu'il y a plein de moments où quand tu parlais de toi, j'ai envie de dire oui, nous c'était tout pareil. C'est-à-dire ouais, vraiment l'aspect, le jeu en coopératif où ça s'était transformé pour juste faire du player contre player, c'était quand même pas très intéressant. Tandis que se retrouver, enfin réussir à se faire des copains en virtuel pour organiser les raids de guilde. Enfin, en plus, moi, c'était sur des bêtises, c'était sur Dofus. Toi, c'était pas Oui. non plus le truc. Et ben, ça demandait quand même de l'organisation. Ça demandait que plutôt que pendant 3 heures, on va pex dans un coin, pendant 3 heures, on va faire du roleplay, à essayer de sympathiser avec des vrais êtres humains qui sont de l'autre côté de l'ordinateur. Enfin, c'était vraiment une vraie organisation sociale et c'était une expérience vraiment sympa, quoi. Oui. Et alors, je n'ai pas été très souvent dans les roleplays là, de World of Warcraft, mais j'étais un roleplay sur, comment dire, sur EverQuest. Le roleplay était quand même minimal, mais c'est pareil, moi j'ai toujours choisi le personnage avant l'optimisation, et donc on pouvait jouer un druide humain, et tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas pris demi-elfe ou elfe? Tu as perdu plein de points ici, ici et là. Je dis, bah non, ça ne m'intéresse pas. En plus, je me suis rendu compte qu'effectivement, les druides humains étaient extrêmement rares. Donc voilà, j'ai joué pendant un moment, et puis une fois, j'ai voulu quelque chose d'autre, donc j'ai créé une moinesse, une moniale, exactement comme on dit en français. Et quand je suis rentré dans la guilde, ils étaient paniqués, les gens avec qui je jouais, qui étaient là, en général des Américains, ils m'ont dit, quoi, comment t'es un mec et tu joues une fille? Je dis, bah oui, on peut faire, parce que eux, la notion de c'était du jeu de rôle quand même, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse jouer un autre sexe que soi. Ok. Et ce que j'ai découvert, par contre, c'est que quand j'étais personnage féminin, je n'avais aucun problème à trouver des groupes, à ce qu'on me pexe, même à ce qu'on me prête de l'or. Ah ouais, c'est un avantage. Moi, j'ai joué aussi, enfin, vilaine fermière, donc je pense que ça donne son sexe. Mais bah, toi, sur les communautés européennes, parce que je jouais que sur des serveurs européens, ça n'a jamais été un souci, quoi. Oui, oui. Mais oui, moi, c'était sur les Américains, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est juste les gens avec qui j'étais qui ne pensaient pas qu'on pouvait faire quelque chose d'autre ou qui prenaient des personnages qui étaient très proches d'eux. J'en sais rien. Mais ça, j'y ai joué longtemps. J'y ai joué 2, 3 ans avant de travailler pour 2 ans. Donc, au final, j'ai dû jouer peut-être 4 ans à EverQuest avant de rentrer chez Blizzard et de commencer à être sur World of Warcraft en tant que Oui, joueur. tu n'as pas joué un peu, tu as joué beaucoup. Ah oui, beaucoup, mais moins moins que World of Warcraft. Ok. Alors, du coup, à WoW, tu jouais quoi? WoW, eh ben, en fait, le premier personnage que j'ai testé dans la bêta, c'était le druide, parce que j'aimais bien le déplacement, le fait qu'on puisse mettre en furtif, parce que ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est faire les quêtes et me déplacer. Me battre moyennement, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant. C'est vraiment l'exploration dans tous ces jeux-là. Et dans World of Warcraft, il y a vraiment des régions différentes. Tu as des bruits, tu as des trucs. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment impressionnant, surtout au début. Et puis, quand le jeu est sorti, je me suis rendu compte que Shaman, c'était vachement bien parce que, en fait, avec les totems, tu boostais tout le groupe. C'est-à-dire que tu avais une utilité en groupe. Parce que moi, j'ai jamais été non plus très, très bon. Là, il fallait se déplacer, lancer un sort, viser le bon truc. J'étais toujours à la ramasse. Alors que poser mes totems qui allaient donner des points de vie, de l'attaque, de la défense, puis moi lancer un peu de temps en temps un sort d'attaque et puis de temps en temps des sorts de soins, c'était vachement bien. Et moi, j'étais super content. J'étais super content jusqu'à il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans où ils ont décidé que les totems, c'était pas génial, qu'on pouvait les faire, mais qu'on les lançait, qui ne profitaient quasiment qu'à soi et pas aux autres, et qui ne restaient pas 10 minutes, mais genre 30 secondes. Donc pour moi, l'intérêt
de jouer chaman a diminué, mais comme j'y avais déjà joué l'équivalent de 3 ans en temps continu, hein, c'est-à-dire, je dis en heure, j'ai voulu continuer, et puis surtout, j'avais déjà fait toutes les quêtes du jeu, pratiquement, enfin, de l'état du jeu où c'en était. Et je continuais, mais je me disais quand même que c'était très dur de jouer avec un chaman élémental, que je me faisais blaster, mais bon, j'y arrivais. Et là, quand il y a 2 ans, on m'a changé de poste, quand il y a eu la première vague de licenciements dans la boîte chez Blizzard, où ils ont viré un tiers des personnes. En fait, au final, personne n'est parti. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a une certaine partie, on a donné de l'argent pour qu'ils montent leur boîte ou en indemnité, enfin, du reclassement en fait, ou des ruptures conventionnelles. Et les 20 ou 30 qui sont restés là, on les a replacés. Moi, on me replacé dans le service clientèle où j'étais franchement inutile dans plein de trucs. Sauf que dans l'extension l'extension la plus récente, Shadowland, allait sortir, on m'a dit, ben, écoute, il faut quand même faire de la doc, donc c'est bien d'aller avant même les royaumes de test, nous on a des royaumes en interne, puis après les royaumes de test alpha, et donc ben, explore tout, regarde tout, et puis remonte-nous ce qui peut poser problème dans le jeu. En sachant que ça, on ne sait pas toujours, ce qui pose problème dans le jeu, c'est problème pour le service clientèle. Comment réparer ceci, etc. Que la quête, elle soit pas très compréhensible et tout, ça, c'est dommage, mais les agents service clientèle ne sont pas censés aider à résoudre la quête pour les joueurs. Donc, mais on m'a dit, voilà, tu as 2 mois pour, j'étais pas tout seul, hein, pour aider à faire la doc. Donc là, au moins, c'était intéressant. Mais j'ai dit, j'ai pas fait l'extension d'avant, parce que l'extension d'avant, je commençais à être saturé. Et dit comment je peux faire. Ils m'ont dit, bah, tu as créé un nouveau personnage, on va te mettre pas au niveau max, mais au niveau d'avant l'extension, tu vas y aller. Je me suis dit, oui, mais avec le chaman, je vais encore galérer, je connais les trucs et tout. J'ai demandé, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire. Ils m'ont dit, bah, écoute, soit tu fais un chasseur avec des bestioles, chasseur hunter, beast mastery, enfin, je ne sais plus comment c'est en français ou en anglais, ou démoniste avec des démons parce que tu les appelles. En fait, le principe, c'est que tu joues ton personnage plus quelqu'un qui a plus un familier qui t'aide. Et là, avec mon chasseur plus son loup, son rhinocéros, mais j'ai tout défoncé. C'est-à-dire que ce qui me prenait, je ne sais pas, 4 jours à faire mon chaman, je le faisais en 2 heures avec mon truc. C'est-à-dire que en 5 jours, je suis monté niveau maximal en jouant normalement, alors qu'avant, il me fallait 2 à 3 mois, quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des différences. Ça m'arrangeait quand même que ce soit 2 à 3 mois avant, parce que ça me permettait de monter au moment où il y avait le patch d'après. Mais je me suis rendu compte que c'était pénible de mourir 10 fois sur le même truc, alors que l'autre t'envoyait ton rhinocéros pour te faire le guerrier tank, et que derrière, t'envoyais tes petites flèches, poum, 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 et que avant d'avoir réfléchi, ton monstre était mort. Voilà, au lieu de l'inverse. Donc je me suis dit, pour l'équilibre du type qui fait du solo, c'est pas pareil. Oui. Ouais. En solo, tu as plutôt intérêt de prendre une classe bien OP, sinon bah, tu vas mourir tout seul, puis tu n'y arrives jamais, quoi. Voilà. Et puis surtout, moi, mon personnage, il servait en groupe. Alors j'aurais pu faire ce qu'on appelle une respect en chaman resto, c'est-à-dire être chaman qui soigne les personnes, sauf que là, c'est devenu de plus en plus technique par rapport au début de World of Warcraft. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant viser, faire plein de trucs un peu compliqués pour soigner les gens. Alors soigner les gens normalement, ça j'étais capable, mais les soigner en raid, c'est-à-dire que la survie des tanks, des points de toi, et que donc le tank, s'il meurt, l'ensemble du groupe meurt, eh ben, c'était une responsabilité que je n'ai pas prise. Parce que de toute façon, j'allais faire mourir tout le monde. Donc voilà, donc grosso modo, je suis passé au MMO, et les MMO m'ont bien plu. Ok. Et au niveau jeu de rôle normal, tu Oui. joues à quoi en ce moment? Ah ben, quelque chose un vieux jeu aussi, hein, qui date En fait, j'ai commencé à rejouer à ça grâce ou à cause du confinement, donc c'est Hurlement. Parce que Hurlement, les feuilles de personnages ne sont pas devant les joueurs, enfin tu peux les avoir, mais la façon dont tu y joues normalement, c'est le meneur de jeu qui les a.
faut faire confiance au meneur de jeu parce que de toute façon, il est un dé de 20 et c'est lui qui le lance quand il y a besoin. Et quand il n'y a pas besoin, c'est-à-dire 98% du temps, et ben, il ne lance pas le dé. Donc voilà, quand on joue sur Discord ou à distance, c'est quand même pratique de ne pas avoir besoin de table, de lancer de dés, de feuilles de personnages. C'est très pratique. Même pour les noms des personnages, c'est super pratique puisque tu joues, ton personnage a le même prénom que toi. Donc, c'est un peu comme dans Hélène et les garçons, tu vois. Je ne vois pas la comparaison. Hein? Je ne vois pas le lien. Non, parce que tu n'as pas besoin d'être un vrai acteur dans Hélène et les garçons. D'accord, d'accord. Donc là, quand je dis, bah écoute, Camille, tu pourrais quand même faire attention, on ne brûle pas tout le monde dans ce village sans avoir vu avant qu'il y ait des innocents ou pas. Elle me dit, ouais, Pierre, quand même, on sait bien que c'est tous des salauds. Les innocents, ça n'existe pas. Voilà, alors que j'aurais dit, tiens, Eugénie ou Bill, moi j'ai de la mémoire pour les. Alors les PNJ, je les reconfonds tous sans arrêt, quoi. Surtout que notre MJ, la dernière fois, on était à Gênes, il nous a fait 6 maisons marchandes avec chacun au moins 10 PNJ. Donc, retenir les 50, lui, il avait des petits carnets des notes. Moi, j'ai retenu les 5-6 importants. Et puis après, je confondais toujours le chef de la maison avec le deuxième de l'autre. C'était infernal. Avec les PJ, ça va, on est 5. Mais... Donc, dans le groupe, quand quelqu'un fait une boulette diplomatique, ça peut être potentiellement bien toi. Ah oui, oui, en fait, c'est simple. Les deux qui font des grosses boulettes, c'est les trois qui font des grosses boulettes, c'est les mecs. Et celles qui sont rusées et diplomates, c'est les filles. C'est pas ma faute, c'est comme ça que ça se fait. Après, celle qui tue le plus souvent, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais en même temps, on est gentil, hein, on ne tue que les coupables. Et parce qu'à cette époque-là, c'est quand tu es riche que tu n'es pas coupable et quand tu es pauvre que tu es coupable. Non, on a une espèce de, comment dire, de morale qui fait que c'est celui qui a commis le crime qui est coupable. Si on ne rate pas son jet de Colombo, mais oui, vous essayez de jouer. Ça, il n'y a pas de jet là-dessus. Non, mais je voulais dire si on ne se trompe pas de cible, mais ouais. Ah non, mais ça, c'est comme dans tous les jeux de rôle. Hein. Il faut quand même vérifier, recouper, être sûr qu'on n'est pas tombé en piège. Enfin, bref, hurlement. Avant, j'ai pas fait grand-chose. Avant, j'étais MJ à Capitaine Vaudou quand il a fallu refaire le jeu et ça. Et en fait, on s'est totalement arrêté de jouer parce que dans mes joueurs, il y en a 2 qui ne voulaient pas jouer à distance. Donc, on s'est dit qu'on allait recommencer. Là, on va essayer, mais ça devient très, très dur. Et voilà, donc le distanciel, ça m'a permis par contre de jouer plus souvent, mais avec des gens que je connaissais un peu moins, ou que je connaissais un peu de loin, ou que j'avais rencontré 2 ou 3 fois. Et donc, ça m'a même permis de jouer avec des débutants, débutantes. Donc voilà, j'ai une fille, enfin une amie, je veux dire, avec qui j'avais persuadé que le jeu de rôle c'était bien, qui voulait vraiment essayer. Je dis, bah, il faut quand même qu'on trouve des personnes. Et en fait, c'est elle qui a cherché parce que c'était mieux que ce soit des amis à elle, pour qu'elle se sente plus en confiance. Et on a joué à distance, et ça, c'était très cool. Mais je ne suis pas très Roll20, Let's Roll Foundry, c'est-à-dire je trouve que ça va vachement bien, mais pour l'instant, je n'ai pas la maîtrise technique ou la facilité à gérer toutes les choses comme ça. J'y ai joué en tant que joueur parce que notre meneur de jeu avant Hurlement, un autre, nous a fait jouer à Tini. Donc ça, c'était très sympa. Il y a quelqu'un qui avait fait une feuille Tini sur Roll20, donc on jouait, on lançait les dés, donc ça allait bien. Même quand on m'a donné une feuille et que je devais faire, moi, en tant que MJ, j'étais un peu perdu. Je pense qu'en m'y remettant, j'y arriverai sans doute. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai fait jouer à Capitaine Vaudou, grâce à des fans, j'ai donné à mes joueurs-joueuses une feuille HTML dans laquelle tout est déjà calculé, tu dis juste ce que tu veux faire, ça te calcule, ça te donne le score, si c'est un sort critique ou comment ça marche. Parce que le problème, c'est que tu ne vois pas la feuille des autres, tu ne sais pas comment c'est calculé. Alors, tu peux faire confiance, et je fais confiance,
Le problème, c'est que je me suis rendu compte que souvent, les gens qui ne connaissent pas, ils ne font pas les bons calculs, ou ils ne remplissent pas la feuille où il faut, ou ils ont oublié en disant « Ah, c'était le point de vie, non, j'ai mis les points de souffle, ah, mais j'ai dépensé des points là, non, c'est ici. » Donc, c'est plutôt ça. Après, je ne regarde pas les jets de dés, enfin, je demande qu'est-ce que c'est que le jet de dés, mais je ne vérifie pas si le jet est bon ou pas. Si on ne fait pas un peu de confiance dans le jeu de rôle, c'est un peu dommage. Du coup, tu arrives sur le. Bon, on a fait un petit actual play ce week-end et justement la question est tombée parce que enfin, soit c'était Roll20, enfin, c'était organisation toute bête, et puis on disait tiens, on va pas pouvoir se contrôler les jets les uns des autres et vraiment ça dérangeait personne. Alors que oui, il y a des. Je pense qu'il y a des MG et des joueurs pour qui c'est une crise cardiaque. Donc toi, ta position, c'est clair, le jet de dés, tu le contrôles pas, c'est. Bah, en même temps, moi, je fais surtout jouer à Simulacre. Donc, Simulacre, c'est 2 dés de 6. C'est pas un gros truc. Il pourrait tricher quand même. Hein. Et puis, par contre, si on joue en Discord, parce qu'il faut quand même avoir de la vidéo, parce que si tu as un rôle 20, quoique non, en rôle 20, nous, on jouait sans vidéo du tout. Et quand on s'est mis à jouer avec de la vidéo, Discord, de temps en temps, ce n'était pas suffisant. Donc, on utilisait un autre truc qui s'appelait Jitsi. C'est l'équivalent d'un Zoom, où la stabilité est meilleure. Mais quand on joue sur Discord, il y a un channel écrit dans lequel il y a un bot qui fait les jets. Donc, c'est point d'exclamation de D6 ou roll, point d'exclamation de D6. Donc, la personne dit les 2D6, et puis si vraiment quelqu'un veut aller regarder, déjà, il faut changer de salon, il faut regarder le truc, il faut se donner du mal. À la limite, tu peux regarder. J'ai une joueuse, à un moment, elle me dit, mais je fais échec critique. Enfin, je réussis pas, je fais échec. Je réussis pas, je fais échec. Je réussis pas, je fais échec. Je dis, mais attends, tu es canonnière, tu as toutes les caractéristiques pour ça, tu dois réussir 8 fois sur 10. Et en fait, j'ai regardé le jet, le truc comme ça, par la feuille de personnage, n'était pas bonne. Donc voilà, tu t'es dit au bout d'un moment, c'est pas possible de louper ce truc sans arrêt. Effectivement, il y avait un petit souci et le jet de dés nous a permis de voir que effectivement, il fallait réparer un petit peu ça. Sinon, les types. En général, quand même, c'est assez transparent. Hein. Quand un type il fait un échec critique, tu le vois en vidéo. Ah, il va pas te dire ah super, j'ai réussi quoi. Oui, puis en plus, quand on en débattait, on disait que même l'échec dans une partie, c'est souvent un moteur de rebondissement. On se souvient plus de nos gros échecs où on a tout fait planter et puis il fallait tout réimproviser le scénar que quand on a juste réussi un jet. Oh non, non, l'échec critique, ça peut aller. C'est comme les stats. Justement, j'ai une joueuse là dans le scénario, donc Capitaine Vaudou qui est de l'enquête. On a eu l'impression, en tout cas, qu'elle a loupé tous ses jets de dés pendant 3 ou 4 heures, enfin, c'est-à-dire pendant 3 jours, enfin 3 séances. En fait, non, elle a loupé pratiquement tous les jets importants à un moment ou à un autre. Donc, c'était vraiment je suis maudite, je suis maudite, je suis maudite. Et à la fin, contre le grand méchant, dans un truc super compliqué, dans un truc qui était quasiment impossible à faire, paf, succès critique. Et donc là, on se souvient du succès critique, tu vois, alors que les vieux trucs avant, ouais, un petit peu, parce que de toute façon, c'est à cause des échecs d'avant qu'on se rappelle encore plus du succès critique. Mais là, tu vois, je suis en train de rentrer dans un grave défaut qu'ont beaucoup de rôlistes. C'est-à-dire que toi, quand tu te racontes ça, que tu les racontes avec tes copains et que tu connais ton histoire, tout le monde se remet en position de nostalgie, on se rappelle cette aventure-là, on est content, on partage un moment qu'on a tous partagé ensemble. Quand quelqu'un qui a fait une partie de jeu de rôle où tu n'as pas assisté commence à te raconter sa partie, et là c'est ce que je viens de faire en partie, et ben, au départ, au moment, tu es un petit peu attentif, tu es sympa, tu es cool, tu es poli, voilà. Et puis au bout d'un moment, ça dure, ça dure, ça dure. Tu te dis, mais mon Dieu, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Mais quand il va s'arrêter, même si tu essayes d'être poli et tout, parce qu'en fait, tu n'étais pas là. Donc, tu n'étais pas là, tu n'as pas compris. Donc, si l'histoire a un intérêt en dehors d'avoir que c'était du jeu de rôle, parce que tu as appris, je ne sais pas, que moi, les patates faites en Nouvelle-Calédonie, passées à tel endroit, et que toi, tu es spécialisé dans les patates, et ben, ça t'intéresse. Sinon, tu n'as pas été là, tu n'as pas participé, tu n'as pas vibré. Et
faudrait vraiment que le type qui te raconte sa partie soit un comédien d'enfer pour arriver à trouver sa partie en quelque chose de genre. Donc je m'excuse, même si les bouts de partie que j'ai racontés sont un peu emmerdantes, mais je crois que c'est le cas de On tout. va dire que c'était court et illustratif. Je Oui. pense que personne t'en voudra. Mais c'est vrai que sur ce symptôme, enfin, ne pas arriver sur les lieux communs de tes interviews, mais dans les premiers Cassius, c'était déjà bien des fois souligné avec humour. Enfin, il me semble me souvenir d'un dessin de justement de Gizrix qui faisait deux personnes dans le métro qui racontaient leur aventure, qui était complètement tordue, puis tout le monde autour Oui. estomaqué. Enfin, c'est vrai que quand on parle de ce qu'on a vécu, soit notre entourage nous prend pour des jambons enfermés, soit effectivement sous tout le monde avec mon grand personnage qui a vécu des tas d'aventures et que je vais te mettre 6 ans à tout expliquer et tu vas t'endormir. Voilà. Alors ça, c'est en fait ce dessin-là, je pense, ce genre de dessin-là était autre chose. C'est qu'en fait, effectivement, on était tellement des extraterrestres que les gens nous regardaient, mais surtout, ils prenaient les gens au sérieux. Et donc, ça, c'était très dangereux. Il y a des gens qui, je pense qu'on les a signalés, je crois, c'est pas sûr qu'on les ait signalés à la police, mais au moins à la sécurité SNCF en disant, alors, on a été dans cette maison-là et on voulait qu'elle là, et toi, bah, je suis arrivé, je l'ai poignardé et tout. Et donc, tu as des gens qui étaient vraiment angoissés, qui se disaient, mais c'est des jeunes, ils sont en train de se raconter les trucs qu'ils ont faits, c'est abominable. Et maintenant, je pense que les gens ils se diraient pas que c'est du jeu de rôle, mais ils se diraient, ils racontent des trucs de jeux vidéo. Mm. Donc, je pense que l'imaginaire, ce genre de choses, est sans doute plus rentré dans le truc commun. Mais le dessin de Didier, dont je ne me rappelle pas, devait être un peu dans les deux. Oui, c'était vraiment deux jeunes dans la rame de métro qui racontaient leur aventure, puis tout le monde affolé autour, quoi. Et toi, ça m'était passé au-dessus de la tête, cet aspect-là des choses. Ben, je sais pas, pourtant. Alors peut-être parce que moi, il m'est arrivé pendant très souvent, ou par exemple quand j'allais à l'œuf Cube, un jeu comme ça, le type qui raconte toute sa aventure au vendeur, et le vendeur qui se dit le client est roi, il faut vraiment que je l'écoute jusqu'à la fin, comme ça il va peut-être m'acheter quelque chose et tout. Puis ça peut être intéressant de tout. Bon, alors j'ai dit l'œuf Cube, hein, je devrais dire jeu des cartes et l'œuf Cube et Star Players, comme ça. J'ai cité Ok. 3 boutiques. Euh, mais c'est pareil, de toute façon, c'est pareil dans n'importe quelle boutique, hein. Euh, la personne qui veut acheter des chaussures et qui veut raconter à quel point ces chaussures-là sont pas bien parce que celle d'avant lui a fait des problèmes et tout, que ça dure 2 heures sur les chaussures, que le vendeur est obligé d'écouter parce qu'il va vendre cette nouvelle paire et que le type à côté qui est en train d'attendre se disant j'attends pour mes conseils pour les miennes et que moi ça va prendre 5 minutes et que ça fait déjà 20 minutes que le vendeur est avec cette personne-là. Bah, c'est un peu pareil quand tu racontes une partie de jeu de rôle à quelqu'un ou un vendeur et tout. Il y a des personnes qui attendent que tu aies fini. Souvent ça dans mon coin de campagne avec la boulangerie et la pharmacie, mais bon, voilà. Voilà. Donc, si un jour je raconte comment dire, des anecdotes et que ça dure vraiment trop longtemps, n'hésitez pas à me dire Pierre, tu déconnes, tu es en train de dire ça contre les autres et c'est toi qui le fais. Et je sais pas comment c'est apparu dans ton entourage, mais c'est pas bien, je vais fustiger un vieux jeu. Les premiers joueurs de Vampire, quand c'est arrivé en France, c'était vraiment les spécialistes du perso super long à raconter. Enfin, il y en a, tous les jeux hein, avaient leur type de joueur qui était pris par ça, mais oui, les joueurs de Vampire, c'était vraiment leur grande spécialité. Ouais. Alors, Vampire est un jeu qui m'a méga bluffé. Et ce qui est bizarre, c'est que l'écriture, les clans, les trucs comme ça, j'adorais ça. Et les dessins, mais j'étais super impressionné par Brad Stitt. J'ai relu le premier Vampire il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais c'était d'une mocheté pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 20 dessins, il y en a 2 de Brad Street et les autres, c'est des horreurs. Mais on ne s'est rappelé que de ceux de Brad Street. Euh, le truc allait, mais en fait, j'ai fait que 2 fois un personnage. Donc là, je raconte des trucs qui sont pas, qui sont en dehors du normal parce que, comment dire, je connais plein de gens qui ont joué. Ça a été un jeu qui a été fantastique. Donc je vais dire un peu de mal, alors que ce jeu, je sais très bien que c'est un excellent jeu et que il a eu beaucoup, beaucoup d'adeptes. Bah, pour te décomplexer, j'oserais dire que je venais sur ce terrain-là parce que je pense, vu que c'est. Enfin, avant, on construisait aussi du background sur nos persos, mais c'est quand il est apparu dans le champ des rôlistes français,
on était tout petit au collège. Et c'est la première fois où on avait vraiment l'impression qu'on nous disait construis un personnage en prenant 20 pages de cahier pour raconter sa vie. Et ça tendait vraiment la perche dans ce sens-là, quoi. Voilà. Oui, non, mais ça, c'était vachement bien. Moi, mon problème avec Vampire, ça a toujours été, alors, vous créez 5 personnages, et il y a un Malkavian avec un Ventru, avec un Gangrel, etc. Et à toi et toi, vous ne vous supporterez pas, toi et toi, vous ne vous supportez pas, toi et toi. Alors, lui, ça va être ton serviteur, et lui, c'est machin. De toute façon, le sire, il vous donne une mission pour laquelle c'est un piège. Enfin, je veux dire, c'était du cyberpunk vampire où tu mets dedans des personnages qui n'ont rien à faire ou rien à voir. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont réussi à faire des groupes qui avaient l'air cohérents. Je pense qu'au départ, les meneurs de jeu ont laissé sans doute trop de liberté. Au lieu de dire, après, ça c'est mon opinion, au train de dire, vous allez me faire 2 ou 3 clans maximum, et peut-être pas avec des oppositions frontales, ou au moins, comment dire, un cessez-le-feu entre les clans tant que le problème n'est résolu. Parce que sinon, moi en plus, j'avais fait un Malkavian, je me rappelle, qui était plutôt sympa, mais qui était bizarre dans sa tête. Là. Enfin, il correspondait à rien. Parce que mon personnage, je le trouvais marrant. Et puis, il y a 2 ou 3 personnages autour de moi qui étaient vachement bien et marrants aussi. Et je me suis toujours demandé, parce qu'on n'a pas joué longtemps, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien avoir à foutre les uns avec les autres, quoi. Ah oui, les jeux à la Vampire, c'est vrai, avec plein de factions. Enfin, là, on a Vampire en tête, mais ça marche aussi avec Nephilim. Tu as vraiment des jeux où le background est tellement ouvert, où tu peux tellement construire un personnage de n'importe quelle faction. Le MJ, il est obligé de dire, voilà, on va jouer à tel endroit pour à peu près telle aventure, et puis il y a telle faction qui sont disponibles, sinon tu n'as même plus de scénario. Enfin, il y a tes joueurs s'entretuent au bout de 3/4 d'heure. Ouais, ouais. Encore, à la limite, In nomine magna, c'était des anges ou des démons, mais au moins, voilà, tu avais plein d'archanges, plein de démons, mais tu n'avais que 2 camps. Après, Puis ils étaient obligés de travailler ensemble pour l'administration. Enfin, toi, il y avait une grosse excuse qui faisait que vous ne pouvez pas vous supporter, vous êtes dans la même équipe, et vous avez intérêt de bien fermer vos bouches, puis d'aller faire la mission. Sinon, ça ouais. va pas faire. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais oui, c'est Ah un jeu non, avec non, une c'est super bien. excuse. Voilà, je suis pas poli. Voilà, on poursuit comme tu veux, hein. Ah non, mais c'est cool. D'ailleurs, moi, je trouve que ça pourrait être bien anecdote, voilà, parce que on va bientôt attendre notre 1 heure d'anecdotes. T'as des anecdotes d'INS? DNS, non, pas vraiment, parce que ça s'est plutôt bien placé, c'était toujours sympa. Les 2 choses, c'est qu'à un moment, je leur demande, pour la prochaine partie, qui c'est que vous voulez jouer entre les anges et les démons? Puisque j'avais un peu de trucs comme ça. Il dit, non, pour une fois, on aimerait jouer les gentils, les démons. Voilà, ça c'est une anecdote. Et puis après, dans les limitations, comment dire, j'ai toujours trouvé des trucs bizarres. Tu vois, il y a un moment, tu as des odeurs suspectes, genre néphitique, quand tu as loupé un truc en tant que démon, en ange, tu as des ruptures. Et puis, je trouvais ça pas trop fun. Donc, une fois, j'avais je ne sais plus ce qu'il avait pris comme démon des vampires, vraiment super méchant. Voilà, il fallait qu'il soit super inquiétant. Et il s'était chopé une limitation. Et j'avais dit, tu sens la fraise tagada. Donc, à chaque fois qu'il s'approchait de quelqu'un, il y avait une odeur de fraise tagada. Ce C'est lui qui qui était à croquer. diminuait quand même sa capacité à faire peur. Oui, puis c'est marrant d'avoir un vampire qui soit lui à croquer. Voilà. Mais de toute façon, In nomine magna amenait à faire de l'humoristique. Donc, voilà. Je n'irai pas plus hein, en anecdote. Voilà. C'est des D'accord. mini-anecdotes. Et du coup, merci à toi. Puis en tout cas, c'était sympa d'avoir une interview où on a esquivé les questions habituelles. Donc, merci beaucoup. Et puis, Voilà. Et moi, puis, si on a une d'eux où tu as appris les choses toi avant, mets-les en lien en dessous en disant écoute l'interview de Rollis TV ou l'interview de Casus ou l'interview ceci, voilà tel lien si tu as trouvé. Mais enfin voilà. Sinon, je te remercie parce que ça m'a changé justement pour une fois de parler
Alors, on ne va pas dire de parler autre chose que moi, puisqu'on n'a parlé que de moi du début à la fin, mais de parler d'autre chose, de comment est-ce que j'ai commencé le jeu de rôle et comment j'étais à Casus Belli, et voilà, voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir les gens. Au revoir.